Bonsoir à tous. Alors on l'a vu, la guerre en Ukraine, eh bien, elle a suscité un élan de solidarité mondiale. Et en première ligne, il y a son voisin, la Pologne, premier pays d'accueil des réfugiés ukrainiens. Ils sont à ce jour 1,9 million, la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées. Mais les principales villes du pays sont désormais saturées. La Pologne en appelle à l'aide internationale pour l'aider à gérer cette crise. On va en parler avec notre invité dans un instant, Benoît-Xavier Loridon, qui est directeur de l'action et du plaidoyer international au Secours catholique Caritas France. Mais avant cela, quelques repères à retenir. La population de Pologne se situe autour de 38-40 millions d'habitants. Sa capitale est Varsovie. Sur le plan religieux, eh bien, la Pologne compte 87% de catholiques, 1% d'orthodoxes, 3% d'autres confessions chrétiennes, 2% d'autres religions et 7% qui se déclarent sans religion. Tout de suite, je retrouve mon invité. Benoît-Xavier Loridon, merci beaucoup de nous retrouver. Vous êtes très occupé, évidemment, depuis quelques semaines sur cette crise. Dites-nous, comment est-ce que vous expliquez, vous, cet élan de solidarité exceptionnel? Toutes les ONG le disent. Bonjour d'abord. Cet élan de générosité, je pense que déjà on le doit à nos concitoyens français. On s'aperçoit que chaque fois qu'il y a une guerre, un conflit ou une catastrophe naturelle, les Français répondent présents à cette générosité. Donc je pense que c'est déjà dans les gènes. Rappelez-vous le tsunami, rappelez-vous Nargis au Myanmar, le Sri Lanka. Donc ça c'est la première raison. Après je pense aussi que la proximité de cette Europe géographique avec en arrière-plan ce qui nous reste de la guerre froide qu'on a tous regardé dans nos livres d'histoire qui commencent à se réchauffer, réveille aussi certaines consciences. Et puis je me dis aussi que cette jeunesse aussi, en lien avec le numérique, mais pas que, est aussi assez sur l'international aujourd'hui, ce qui explique cet engouement, cette générosité qu'il faut accueillir, mais qu'il faut aussi accompagner. Et vous allez nous expliquer comment, justement. Alors la Pologne, elle fournit ce plus gros effort au niveau européen de l'accueil. Et les grandes villes le disent, Varsovie, Cracovie, elles arrivent déjà à saturation. Il n'y a plus assez de place pour héberger ces réfugiés. Elles en appellent au gouvernement. Est-ce que les autorités polonaises font face ? Aujourd'hui, oui. Nous, on le sait, puisqu'on travaille avec la Caritas Pologne, qui est une grande organisation, la plus grande caritative de Pologne. Ça représente à peu près 44 diocèses, 100 000 volontaires, c'est quand même beaucoup. Et presque 5 000 équipes locales. Donc ils sont assez nombreux. En lien avec les autorités, ils travaillent quand même beaucoup sur tout ce qui est accueil, point de ravitaillement au niveau des frontières. Il y a quand même une volonté des autorités aujourd'hui de ne pas faire des camps de réfugiés, comme on a pu le voir dans d'autres conflits, notamment l'ex-Yougoslavie. Alors ça, c'est des enseignements d'expériences passées ? Ça, c'est des enseignements d'expériences passées, puis c'est aussi, on se sert aussi de 2015 dans la capacité aussi des pays, frères, sœurs occidentaux, à pouvoir accueillir aussi ce que la Pologne ne peut pas accueillir aujourd'hui. Donc il y a cette volonté quand même des autorités de ne pas fixer les gens, même si on sait que un certain nombre d'entre eux vont rester à proximité de la frontière parce qu'il y a leur maison, parce qu'il y a leur mari, parce qu'il y a leur papa. Donc il y a cette volonté de voilà, rester. Il y a cette volonté de rester, mais on l'avait vu proche. en ex-Yougoslavie quand même, près des frontières, près du conflit, parce que c'est là où le cœur est. Et ça, c'est important. Et puis, il y a une autre partie de la population de ces réfugiés, et ça commence à arriver aujourd'hui, avec des accords européens qui sont en cours de négociation actuellement, qui sont en train de disperser ces réfugiés à travers l'Europe aujourd'hui. Alors justement, dites-nous comment, très concrètement, le Secours catholique est mobilisé sur place. D'accord. Nous, on a fait un appel à dons il y a à peu près 10 jours, justement pour mobiliser des fonds. On travaille avec des partenaires Caritas, mais aussi d'autres organisations de la société civile, avec une stratégie qui est d'être évidemment en Ukraine pour travailler sur les besoins d'urgence humanitaires. Donc il y a une présence aussi là-bas. Une présence là-bas avec des abris, avec tout ce qui est hygiène, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est santé aussi, puisque ça manque beaucoup. En lien avec Caritas Ukraine. En lien avec Caritas Ukraine, oui. Vraiment qu'on soutient avec leurs équipes. Et puis tout un volet que la Caritas Ukraine est en train de développer, d'accompagnement, notamment des familles, du regroupement familial, que ce soit sur des déplacés internes ou sur des réfugiés qui vont
aux frontières. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est des trains, des bus, des taxis, avec aussi une cellule psychologique pour accompagner aussi ces familles qui du jour au lendemain perdent tout. Donc comment est-ce qu'on accompagne aussi ça? Et justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de ces personnes qui arrivent jusqu'à la Pologne? Dans quel état psychologique sont-elles? Quel est l'impact de ce traumatisme de guerre? Alors ça touche à la deuxième action qu'on essaye de mettre en place avec les Caritas frontalières. Il y a ce qui se passe en Ukraine, mais il y a évidemment suivre le flot de déplacés et donc réfugiés qui franchissent la frontière, et comment est-ce qu'on peut les accueillir via nos partenaires, notamment roumains, slovaques et polonais. Sur le suivi psychologique, ça se fait en 3 étapes. Vous avez des gens qui arrivent, qui sont dans des états compliqués, aux frontières. Et là, il y a un tri qui se fait, soit dans les centres de ravitaillement, soit dans les centres de transit, où il reste 48 heures, où là, il y a une prise en charge vraiment médicale pour les plus nécessiteux. Lorsque les familles restent 2-3 jours avant qu'elles soient soit dans des familles d'accueil, soit dans des centres d'hébergement, il y a des groupes de parole qui sont mis en place, qui est un excellent exutoire sur un premier temps, avec des psychologues, entre familles, entre pairs. Ça, c'est le 2e niveau. Et le 3e niveau, il est en train de se faire actuellement, où là, on essaye de faire un suivi plus spécifique, plus suivi sur des cas isolés ou des collectifs, lorsque les gens sont fixés notamment dans des centres d'hébergement ou dans des familles d'accueil. On va parler alors de l'accueil aussi qui se joue du côté des paroisses, de l'Église polonaise qui est très, très mobilisée, en dehors de la mobilisation des Polonais et des autorités locales, des ONG également. Eh bien, l'Église, elle est en première ligne pour cet accueil de réfugiés ukrainiens. Un exemple avec la paroisse de la Divine Providence qui se trouve à Wesoła, une banlieue de Varsovie. La communauté du Chemin Neuf y accueille 3 familles. Après plusieurs jours de trajet, parfois très difficiles, trouver un accueil est très réconfortant, comme nous le raconte sœur Paulina Pasternak. Les enfants sont arrivés avec les visages très crispés, tenant leur sac à dos, ils ne voulant d'abord même pas s'habiller, en fait, comme si la situation était précaire, comme s'il fallait quitter et continuer tout de suite. Chacun arrive avec un bagage minimum, pour 2-3 jours, la brosse à dents, un habit d'échange, parfois un jouet. Ceux qui voyageaient en voiture, ils étaient 7, il n'y avait pas beaucoup de place pour prendre des affaires. La dernière dame qui arrivait, elle a pris vraiment 3 jours de voyage, 2 ou 3 arrêts. Lvov était en risque de bombardement, du coup ils étaient arrêtés 10 heures, passaient les frontières, 12 heures d'attente, puis changement des trains, voyage vers Cracovie, puis vers Varsovie. Quand on les a demandé de quoi ils ont besoin, ils ont dit des chaussons. Les chaussons comme synonyme, en fait, d'arriver dans un chez-soi, de pouvoir enlever les grosses chaussures d'hiver, de ne pas avoir froid. Donc c'était leur premier besoin. Une réaction, Benoît-Xavier Loridon, cette idée de trouver un refuge, des chaussons, ça paraît bête comme ça, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est le foyer. C'est le foyer, c'est la famille, et vous vous rendez compte que c'est quand même des gens qui, du jour au lendemain, partent avec un petit sac qui est toute leur vie, du jour au lendemain. Ça se fait en 1 heure, en 20 minutes, en 10 minutes, et ils n'ont plus rien. Donc c'est le lien au foyer, le lien à la famille, le lien au pays, le lien à la terre. Donc oui, c'est un réflexe, un premier réflexe, et c'est plutôt ça. On situe mal en fait comment ça se passe cette arrivée. On parle des accueils dans les gares, dans les lieux un peu d'urgence, mais après, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont logés? Vous disiez qu'on ne part pas sur une stratégie de construction de camps, mais où dorment-ils en dehors des lieux publics? Alors il y a de tout, on va être très franc. Tout n'est pas organisé aux frontières parce que quand vous avez 100-150 000 personnes qui passent en une journée sur une frontière, c'est difficile d'enregistrer, de canaliser. Donc vous avez des gens qui ont les moyens, qui arrivent à passer la frontière et qui ont des connaissances, des amis dans l'Ouest, qui vont directement par leurs propres moyens. C'était peut-être la première vague. C'était la première vague, c'était la première vague. Oui. Et puis vous avez des gens qui sont beaucoup plus vulnérables. Vous avez quand même presque 50% des enfants dans ces réfugiés. Beaucoup de femmes, beaucoup de personnes âgées, très peu d'hommes, donc des populations aussi à risque.
On en parlera peut-être tout à l'heure. Risque sur la protection, risque d'être exploité, risque de trafic, c'est ce qu'on appelle dans notre langage un petit peu tout ce qui est cette question de traite. Et là, il y a quand même des points de vigilance à avoir sur les enfants, sur les femmes, à bien les accompagner, que ce soit sur des associations et dans des endroits aussi qui sont balisés par les institutions, puisque dans ces zones, il y a forcément des zones d'ombre où il y a aussi des prédateurs, on sait ça. Qui arrivent et qui veulent en profiter aussi, parce qu'ils savent que ce sont des zones fragiles avec des institutions qui sont présentes, mais pas tout le temps, et qu'à un moment donné, il y a un flot très important de personnes vulnérables, et les prédateurs sont là. Donc, là, vous en avez fait l'expérience, très concrètement on a déjà des enfants, on ne sait pas où ils sont, on a déjà des femmes qui ont été harcelées, on a déjà ces questions-là, donc on y travaille depuis très longtemps, notamment avec les Caritas polonaises, roumaines et slovaques, il y a eu tout un programme sur l'Europe de l'Est avec toutes ces Caritas-là. Donc, elles ont les outils pour sensibiliser avec les autorités. Il y a aussi CRS, les Américains, qui travaillent beaucoup là-dessus. Cette question-là revient aussi en France sur les familles qui vont être accompagnées aussi par les familles d'accueil. Il y a aussi des choses, voilà, c'est des points de vigilance à avoir, notamment sur les enfants et sur les femmes. C'est une vraie question et voilà, on n'est pas à l'abri d'eux. Donc, il faut le faire en lien avec soit des professionnels de l'accompagnement, soit avec des institutions. Alors vous nous dites, en tout cas, il y a toutes sortes de lieux possibles, il y a des particuliers polonais. Là aussi, on soulève cette question face à une population qui arrive, qui est démunie, qui est fragilisée par la guerre. Est-ce que les Polonais sont informés, sont prêts à aussi accueillir des Ukrainiens chez eux ? Aujourd'hui, oui, ça se fait plutôt bien. Il y a des centres d'hébergement qui sont mis en place dans les grandes villes, après les points de ravitaillement et après les frontières. Donc, centre de transit, centre d'hébergement. Et après, il y a tout un système qui se fait par municipalité sur les familles d'accueil qui souhaitent avoir des Ukrainiens chez eux ou pas. Il faut quand même savoir qu'en Pologne, il y avait quand même déjà plus d'1 million d'immigrés ukrainiens, donc ce n'est pas une communauté qui découvre, c'est quand même des voisins qui connaissent, donc il y a quand même des facilités. Donc les possibilités d'accueil sur cette première vague aujourd'hui existent. Après, on est sur 1,5 million. Si on touche 2, 2,5, 3 millions, on voit que ça commence à déborder en Europe de l'Ouest, peuvent se poser d'autres problèmes. Et on y vient justement. Alors, on va parler de cet impact pour la Pologne, pour les Polonais. On l'observe depuis 3 semaines, la générosité, elle ne faiblit pas et, pour cet accueil. Pourtant, on en parlait il y a un instant, il n'y a pas si longtemps, en 2015, le gouvernement polonais refusait d'accueillir les réfugiés syriens lors des grandes vagues migratoires en Europe. Alors aujourd'hui, les autorités polonaises, poussées par la population, les paroisses, les ONG, les mairies, sont obligées de changer de discours politique en matière d'accueil de migrants. Explication avec le docteur Patricia Sasnal, qui est directrice de recherche à l'Institut polonais des relations internationales. At the beginning of 2015, most of the respondents, when they were asked in the polls and in surveys if they would accept refugees, most of them would say yes. But then there was a political campaign. The elections, parliamentary elections were coming up, and there was this vicious debate vilifying, demonizing refugees from the Middle East. And people changed their minds. And if you look at polls in the late 2015, most of the respondents would say that they would not welcome refugees. In the years after 2015, Poland was asked to show solidarity with other countries in Europe who were overwhelmed with refugeehood. And then the Polish government said no. But now we are the ones, Poland is the one who needs solidarity from other European countries. So I think this is a moment of change in policy, really. Et ce changement de politique, comment l'expliquer ? Effectivement, en 2015, on a en tête ce qui s'est passé à cette période-là, un pays fermé. Aujourd'hui, l'accueil inconditionnel, est-ce que ce sont les Polonais, avant tout, qui poussent ce mouvement-là ? Non, il n'y a pas que les Polonais. Je pense que l'ensemble aussi des pays européens aussi a pris de 2015. Il y a quand même beaucoup de Syriens qui ont été
accueillis en Europe. Je pense à l'Allemagne qui en a quand même accueilli presque 800 000, sans que ça pose beaucoup de soucis. Donc il y a quand même cette habitude d'accueillir sur des crises, et on a appris aussi des erreurs de 2015. Après, il y a forcément des questions de proximité, il y a forcément des questions de culture, des questions de religion aussi. Voilà, je pense que ça s'apaise aujourd'hui et que chacun est à même aussi de pouvoir recevoir ces populations. Mais pour nous, c'est aussi un point de vigilance au niveau du secours catholique, car il n'y a pas que les réfugiés ukrainiens, il y a aussi tous les réfugiés de 2015 aujourd'hui qu'on accueille dans nos centres de jour, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de droit. Donc ça, c'est aussi un souci. Voilà. Accueillons les réfugiés ukrainiens, mais n'oublions pas aussi les autres pour lesquels on se bat. Je pense que ça, c'est important de le dire aussi. Et justement, ça a été une polémique de ces dernières semaines. On a dénoncé cet élan peut-être très positif à l'égard des Ukrainiens, des Européens qui nous ressemblent, mais est-ce que ça s'est fait au détriment d'autres réfugiés, des Afghans, des Syriens, par exemple? Voilà. C'est trop tôt pour le dire, mais nous, on ne veut pas que ça se fasse au détriment d'eux. Une personne migrante est une personne migrante, quelle que soit la cause. Elle arrive, elle est très vulnérable, elle n'a pas de droit. Donc voilà, les organisations comme le Secours catholique se doivent de les accompagner, quelle que soit l'origine du conflit. On ne parle pas des Russes, mais aujourd'hui, on soutient, nous, des organisations en Russie qui sont menacées, qui sont fermées, puisqu'elles bénéficient justement de fonds occidentaux. On va soutenir aussi des gens, des dirigeants et des salariés, en termes de droit d'asile avec les autorités françaises, pour qu'on puisse aussi les accueillir en France. Et il y a aussi des personnes en Ukraine qui ne sont pas ukrainiennes, qui sont aussi, j'ai eu le cas ce matin de 3 Palestiniens. Comment ça se passe justement pour les non-ukrainiens? On essaye de faciliter ça avec les Caritas, avec les autorités, pour qu'il y ait un même droit pour chacun. Ce n'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont les mêmes facilités de mouvement? Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Oui. Mais justement, grâce à l'intervention des organisations caritatives, et notamment la Caritas Pologne qui connaît bien ces sujets, ça facilite aujourd'hui les discours avec les institutions. Ça va être quoi aussi l'impact économique? On peut le mesurer? Est-ce qu'on peut donner déjà des premiers éléments pour la Pologne en particulier? Ça va être difficile. Vous voyez déjà ce qui peut se passer au niveau des autres pays de l'Europe de l'Ouest, où on parle déjà des récessions, ne serait-ce qu'en France. Eux, ils sont vraiment à proximité du conflit. Et le flux, parce que je parlais tout à l'heure, des gens qui vont rester à proximité, je pense qu'on sous-estime un petit peu ce chiffre. On va être sur quelques millions de personnes qui vont rester en Pologne. Et là, je pense que l'Union européenne va devoir sortir un petit peu le carnet de chèques pour aider nos amis polonais, parce que ça risque d'être compliqué dans les semaines et les mois qui viennent. Et justement, comment doit s'articuler cette politique européenne? Parce qu'on a l'impression que chacun, enfin, de ce qu'on en perçoit aujourd'hui, agit, chacun, voilà, chaque pays, la France a indiqué qu'elle accueillerait 100 000 réfugiés. Voilà. Qu'est-ce qui se décide au niveau européen? Qu'est-ce qui doit se décider? Vous parliez de sortir le carnet de chèques. Est-ce que c'est uniquement ça? Non, je pense qu'il faut se coordonner. Et ça demande beaucoup de temps. De savoir qui peut faire quoi. Moi, je le vois juste au niveau des Caritas européennes, puisqu'on est membre de Caritas Europa. Il y a 49 Caritas, dont 30 qui sont à même de pouvoir aider les Caritas, soit frontalières, soit Ukraine. Et ça demande quand même beaucoup de temps pour se coordonner. Éviter de faire du bilatéral. D'État à État ou pour nous de Caritas à Caritas, mais pouvoir se concerter en disant voilà, l'aide, les besoins, c'est ça aujourd'hui. Anticipons aussi sur les phases post-conflit et j'espère très vite reconstruction. Alors justement là-dessus, quelle est la stratégie, quelle est la vision que vous portez au Secours catholique? Au Secours catholique, on accueille l'émotion, mais on l'accompagne aussi. C'est un petit peu le message qu'on dit, que ce soit sur l'accueil des réfugiés en France ou sur les ressources qu'on met dans les mains de nos partenaires sur le terrain. C'est de se dire, voilà, il y a cette phase d'urgence, on est présent, il faut, sur les besoins immunitaires, sur ces réfugiés, sur l'accueil des personnes à la frontière. Après, il faut aussi savoir que cette générosité ne va pas durer non plus 5 ans, 10 ans, alors que le conflit, le post-conflit, la reconstruction, va être longue. Ça va être long.
L'ex-Yougoslavie, ça commence à 89, reconstruit en 2004, Dayton 94, 15 ans. Donc vous êtes déjà aussi dans cette projection. Donc on est déjà à se dire, l'après-guerre. voilà, le post-conflit, comment est-ce qu'on va aussi travailler sur le retour des réfugiés. On a aussi l'expérience de ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, où on raccompagne, nous aujourd'hui, des Syriens, et on fait de la reconstruction aussi dans ces pays-là avec la Caritas Syrie. Donc on a cette expérience de ces différentes phases. La seule question, c'est qu'on ne sait pas la matérialiser en termes de temps. Bien sûr. Parce qu'on ne sait pas si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais voilà, on a ces points de vigilance. Attention, ne mettons pas non plus toutes les ressources, toute la générosité demain. Ça va s'étaler dans le temps, donc il faut la structurer. Et puis, oui, il faut accueillir cette magnifique générosité, mais il faut l'accompagner aussi. Merci beaucoup, Benoît-Xavier Loridon, pour cet éclairage, ce décryptage sur la situation des réfugiés, en particulier en Pologne, et sur les perspectives européennes. Merci à vous. Et on poursuit avec quelques autres informations. Trois semaines après le début de la guerre en Ukraine, eh bien, le pape François s'est entretenu avec le patriarche Kirill. L'échange s'est fait à travers une visioconférence dans l'après-midi du 16 mars. Le Saint-Père et le patriarche de Moscou ont évoqué le rôle des chrétiens et de leurs pasteurs pour favoriser la paix. Selon le communiqué du Vatican, l'Église a convenu, le pape avec le patriarche, ne doit pas utiliser le langage de la politique, mais le langage de Jésus, peut-on y lire, alors que Kirill est souvent pointé du doigt pour sa trop grande proximité avec le Kremlin. Et puis, autre initiative spirituelle, dans la soirée du 16 mars, eh bien, une messe pour la paix en Ukraine a été célébrée en la basilique Saint-Pierre, messe présidée par le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, en présence du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Le Vatican proteste contre le renvoi du nonce apostolique présent au Nicaragua. Monseigneur Sommertag a dû quitter brusquement le pays du président Ortega le 6 mars. Une mesure jugée injustifiée selon un communiqué du Saint-Siège. Monseigneur Sommertag entrait en fonction à Managua en 2018 dans une période de crise avec des manifestations d'opposants au pouvoir réprimées dans le sang et ayant fait plusieurs centaines de morts. Daniel Ortega avait alors accusé les responsables catholiques de préméditer un coup d'État. L'Église a cependant joué un rôle de médiateur pour tenter de trouver une issue à la crise. Monseigneur Sommertag avait ainsi participé en 2019 au dialogue national entre le gouvernement et l'opposition politique pour la réconciliation du pays et la libération des prisonniers politiques, rappelle le Vatican. Et puis toujours en Amérique centrale, au Salvador, le travail de justice se poursuit autour du martyre de 6 jésuites assassinés par des militaires en 1989. Un mandat d'arrêt a été lancé par la justice salvadorienne contre un ancien président du pays, Alfredo Cristiani, qui pourrait être impliqué dans l'assassinat de ces 6 prêtres, 5 espagnols et 1 salvadorien. L'ancien président, qui vit à l'étranger, nie toute implication dans cette opération militaire. Il était pourtant commandant général de l'armée durant la guerre civile qui a secoué le Salvador entre 1979 et 1992. Le pouvoir politique et l'armée tentaient alors de réprimer tous les opposants. Précision du père Martin Meyer, qui est directeur d'Adveniat, l'agence de l'Église catholique allemande pour l'Amérique latine, propos recueillis par Stéphanie Tesson. Ils enseignaient à l'université centra-américaine, qui est une université jésuite, la Compagnie de Jésus, dans différentes facultés. Donc, c'était des scientifiques, c'était des professeurs, et ils s'engageaient au Salvador parce que ce petit pays est marqué par une injustice très grande, et ils s'engageaient de contribuer à une transformation sociale, à une répartition plus juste de la terre. Donc, ils étaient engagés socialement. Et il travaillait aussi pour la paix, parce que le Salvador était marqué par une guerre civile. Il dérangeait ceux qui ne voulaient pas de changement, les riches, l'oligarchie, les militaires qui profitaient aussi de la guerre. La mémoire de ces 6 jésuites et de ces femmes est toujours présente, comme la mémoire aussi du martyr le plus connu, Saint Oscar Romero. Donc, il reste encore beaucoup à mettre en lumière. Il manque la justice, et ça, c'est des conditions préalables aussi pour une vraie réconciliation.
Voilà, je précise que le père Meyer était au Salvador. Il était présent en 1989 au moment de l'assassinat de ces 6 jésuites. Et on termine ce JT par une nouvelle plus heureuse, l'élection d'une nouvelle supérieure générale des missionnaires de la charité. Elle s'appelle Sœur Joseph Michael et elle est, depuis le 12 mars, à la tête de la maison mère des missionnaires de la charité en Inde. Elle remplace ainsi Sœur Préma, qui avait été élue depuis 2009. Voilà, avant de nous quitter tout de suite, place à notre chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis le Tchad Sœur Juliette Mgueta, qui est religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Bienvenue au Tchad. Cette fois-ci, nous allons vous parler de la 34e Assemblée générale de l'Union féminine des congrégations autochtones d'Afrique centrale, en abrégé UCAC. Cette 34e Assemblée a eu lieu du 12 au 18 février 2022 ici à N'Djamena. C'était au même moment que les tueries de Sangana, au même moment où l'évêque a reçu les lacrymogènes. Le thème choisi, c'est « Vie consacrée en Afrique, témoignage et espérance pour les personnes vulnérables ». Le thème va très bien avec la réalité du pays et en même temps, parmi les supérieures générales qui étaient là, celle du Cameroun a fait l'expérience de la perte d'une sœur qui est morte au Cameroun à son absence. En ce temps de carême, ce thème fait cheminer, ce thème fait réfléchir pour accompagner les personnes dans les moments de souffrance et être des personnes d'espérance pour témoigner de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Merci, Sœur Juliette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition. Au revoir.